contractilité augmente. S'il n'y a pas de volémie, le débit n'augmente pas. Donc, c'est comme si vous n'avez rien fait, en fait. Vous n'avez pas d'efficace parce qu'il n'y a pas de volémie. Donc, si vous rajoutez un peu de volémie, vous mettez des amines, donc le débit augmente, la contractilité augmente, la pression augmente, le transfert en oxygène augmente et le choc se corrige progressivement. C'est ça l'idéal, en fait. Mais nous, dans nos conditions de travail, on n'a pas ça. On n'a pas le monitorage hémodynamique, on n'a pas. On n'a pas une infirmière qui est là tout le temps disponible pour surveiller la fréquence cardiaque. Est-ce que le cœur maintient une bonne fréquence ou bien l'enfant est en train de descendre, etc., etc. Donc, du coup, en pratique, par prudence, chez nous, je pense que ce qui est mieux, c'est d'éviter le remplissage s'il s'agit d'un choc cardiogénique. De l'éviter pour ne pas aggraver la situation du patient. Mais dans les pays où les gens ont les moyens, avec une réanimation hyper bien équipée, un bon monitorage clinique et hémodynamique échographique, les gens parfois le font. Voilà. Donc c'est juste une question d'équipe, une question de plateau technique, voilà. Mais pas plus dans chez nous, je pense que il faut l'éviter. Parce que dans le choc cardiogénique, il y a une hypovolémie, mais qui est relative. La volémie est normale, mais le cœur n'arrive pas à utiliser cette volémie-là pour pomper, pour avoir une bonne pression. Donc, c'est pourquoi on donne des inotropes pour améliorer la contractilité. Normalement, s'il y a une efficacité, donc la volémie se normalise progressivement, le débit augmente, la pression également augmente, etc. Donc, vraiment, par prudence, il faut l'éviter. Pour les chocs mixtes, effectivement, on peut avoir 2 ou 3 mécanismes qui s'associent. Mais ça, le plus souvent, il y a un mécanisme qui est prédominant et c'est celui-là qu'il faut tenir en compte dans le traitement. Le choc septique, par exemple, est par définition un choc mixte. Hein. Il y a une hypovolémie, il y a une atteinte myocardique et il y a la vasoplégie. Donc, c'est un choc qui est mixte par définition. Mais dans le traitement, on est surtout sur le remplissage et les vasopresseurs. Augmenter les résistances, la pression et le débit. Voilà. On ne donne pas d'emblée les inotropes, même s'il y a une défaillance myocardique associée. Dès que le remplissage est fait et que les amines, les vasopresseurs marchent bien, en général, le cœur donc, revient à la normale, quoi, la fonction myocardique. Voilà. On prend une dernière question et puis on va essayer de clôturer. Il y avait Mamoudou Ndiaye qui avait levé la main. Docteur Mamoudou Ndiaye. Bonjour, prof. Bonjour. Oui, bonjour. Ok. En fait, je voulais savoir si, en pratique, si on reçoit un enfant qui a une altération de la fonction rénale et qui vient en choc hypovolémique, est-ce que dans ces cas, on la remplit ou bien quelle attitude à adopter, quoi? Parce que le risque, quand on le remplit, on peut créer une surcharge et une nécessité d'hémodialyse. Donc, dans ces situations en pratique, quelle attitude à adopter, quoi? Un patient qui a un choc hypovolémique, il a déjà une hypovolémie, il a un déficit. Donc, quelqu'un qui a un déficit, si vous le remplissez, c'est comme si vous compensez ce déficit. Donc, il n'y a pas de risque de surcharge. Il est déjà en déficit. Celui qui a le risque d'être surchargé, c'est lui qui a déjà une volémie normale et vous rajoutez, alors qu'il n'y a pas de diurèse. C'est ça le risque. L'insuffisance rénale, l'anémie que vous avez dans le choc hypovolémique, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Il n'y a pas de débit, le rein ne reçoit rien, il n'y a pas de débit. Donc, du coup, il n'y a pas de diurèse. Pour avoir un débit, pour avoir une diurèse, il faut avoir un débit. Il faut que le rein soit perfusé. Après, il y aura la filtration glomérulaire, la réabsorption tubulaire et la diurèse. S'il n'y a pas de débit, il n'y aura rien de tout cela. Donc, il n'y aura pas de diurèse. Donc, c'est une insuffisance rénale fonctionnelle. Et ce type d'insuffisance rénale, c'est le remplissage qui peut être traité.
Si vous apportez du volume, vous augmentez la volémie, les reins deviennent perfusés, la filtration reprend, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun risque de surcharge dans cette filtration. Ok, merci, professeur. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que quand même c'est une belle présentation. Il faut juste rajouter, il y a des tableaux, parce que par exemple dans le cas du choc septique, ce qui est important dans la prise en charge, c'est les amines vasopresseurs. Il faut trouver un tableau où tu vas expliquer les différents types d'amines utilisés, les mécanismes, l'effet vasoconstricteur, l'effet vasodilatateur, ou il y a aussi un effet mixte. Il faut préciser la posologie en microgrammes par kilogramme par minute et, si possible, comment doit se faire la préparation et la dilution. D'accord. Ce médicament à débit continu, c'est-à-dire que quand vous préparez la seringue, vous branchez au patient, c'est au moins sur 24 heures, voire 48 heures. Donc, vous devez expliquer comment se fait la préparation. Dès que tout le monde n'a pas fait son stage aux urgences ou en réanimation, tout le monde n'a pas eu la chance de voir comment on prépare l'adrénaline ou la noradrénaline ou la dopamine. Donc, c'est l'occasion d'expliquer, d'insister sur la posologie, la voie d'administration et comment doit se préparer la seringue. C'est vraiment important. Donc, il faut trouver 2 ou 3 diapos qui vont expliquer effectivement l'utilisation de ces médicaments en débit continu et puis les posologies en fonction des indications et les contre-indications s'il y en a aussi. Alors, je reviens un peu sur la physiopathologie, c'est très riche. J'insiste un peu sur l'intérêt, comme tu l'as dit, la saturation veineuse centrale en oxygène, la SVCO2. Effectivement, c'est l'équivalent du débit cardiaque. Alors, il faut expliquer là aussi comment on mesure cette saturation et l'intérêt de cette saturation. Parce que dans le choc, il y a un déficit en oxygène, il y a une augmentation de la concentration, ou bien il y a un problème de l'utilisation de l'oxygène par les cellules et les tissus. Ça, c'est dans le cadre du choc septique surtout. Le choc septique, c'est le choc le plus complexe, c'est le choc le plus difficile à traiter et c'est le choc qui est vraiment mortel. Parfois, même malgré le traitement, les patients y décèdent. Surtout quand ça arrive à un stade tardif. Le choc hypovolémique, on remplit le problème se règle. Anaphylactique, on donne de l'adrénaline, le problème est réglé. Cardiogénique, on met des inotropes, tout se passe bien. Mais le choc septique, c'est hyper compliqué parce qu'il y a d'autres mécanismes qui entrent. Donc la SVO2 permet non seulement de surveiller l'efficacité du traitement, d'évaluer la gravité de la situation. Et si vous n'avez pas d'échographie, si vous pouvez avoir une SVO2, ça vous permet d'avoir une idée du débit cardiaque. SVO2 normal, débit cardiaque normal. SVO2 basse, débit cardiaque bas. L'oxygène, c'est important dans la prise en charge du choc. Parce que par définition, de façon simple, le choc, c'est un problème d'oxygénation tissulaire. Par définition, c'est ça. Donc, on ne peut pas prendre en charge correctement un choc si on n'apporte pas de l'oxygène. La première étape, c'est l'oxygénothérapie. Donc, les lunettes, d'accord, mais mieux, c'est avec le masque à haute concentration. Les patients qui ont besoin d'oxygène, qui ont un déficit en oxygène. Donc, il faut apporter suffisamment d'oxygène. Bien sûr, il ne faut pas donner trop,